Les médias grand public continuent d'alimenter leurs récits sur la Russie sans jamais prendre la peine de s'y rendre. En revanche, un homme qui écoute le point de vue russe depuis longtemps est Larry C. Johnson, ancien analyste de la CIA et membre du groupe Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Il me rejoint à nouveau aujourd'hui. Larry, bienvenue parmi nous. Salut Pascal, merci encore pour l'invitation. Cette fois, je n'ai pas besoin de me présenter en tant que Larry Wilkerson. J'ai pu laisser pousser mes cheveux. L'histoire derrière tout cela, c'est que je vous ai contacté en pensant m'adresser à Larry Wilkerson, parce que les emails se sont un peu emmêlés. Mais je suis très heureux que vous soyez venu dans l'émission et que nous puissions maintenant discuter ensemble. Je veux consacrer un épisode à votre travail, car vous travaillez sur la Russie et avec la Russie depuis longtemps, en essayant de la comprendre. J'aimerais donc vous demander, pendant votre période à la CIA, en tant qu'analyste, comment vous êtes-vous intéressé au sujet de la Russie et comment l'avez-vous abordé à vos débuts? Eh bien, en réalité, mon seul contact avec la Russie, à l'époque où j'ai commencé à la CIA, c'était un stage de 8 semaines au sein de la cellule afghane. C'était à l'époque où les Soviétiques étaient en Afghanistan, et je travaillais dans la branche des opérations clandestines. Nous produisions de la propagande pour tenter de rallier l'opinion mondiale contre les Soviétiques. Ma contribution, c'était d'avoir fait fabriquer des t-shirts avec des photos de réfugiés afghans que nous distribuions, la CIA les distribuait, sur les plages d'Uruguay, à Punta del Este. Le t-shirt disait « Ces enfants ne peuvent pas rentrer chez eux pour Noël. Maintenant, oubliez le fait qu'ils étaient musulmans et ne fêtaient pas Noël, d'accord? » Très bien. Donc j'ai parlé de ma première véritable expérience. Ensuite, quand je suis devenu analyste, je me souviens d'une fois où nous avons reçu un ensemble de documents dans lesquels les sandinistes cherchaient désespérément à obtenir des conseils des Russes sur la manière de faire face à la menace des missiles solaires portatifs contre les hélicoptères. Mon travail consistait à traduire ces documents. Mais vous savez, je ne m'étais jamais vraiment plongé dans la culture ou l'histoire russe avant le début de l'opération militaire spéciale. Et ça semblait étrange. Je veux dire, je me disais, en fait, nous essayons de provoquer un affrontement. Nous ne cherchons pas à l'éviter, nous cherchons à le provoquer. Et c'est ainsi qu'est venu le titre du livre de Scott Horton. Oui. Alors, j'ai commencé à creuser et à reconnaître que, vous savez, nous avions simplement un angle mort aux États-Unis en ce qui concerne la Russie. Nous ne connaissions même pas son histoire. Vous savez, quand j'ai lu le livre d'Alex Kreiner il y a plusieurs années à propos de Bill Browder, le petit-fils de l'un des dirigeants du Parti communiste aux États-Unis, et ensuite la colère de Browder envers Poutine, essentiellement parce que Poutine n'est pas communiste. J'ai commencé à écrire, en essayant d'être objectif et de prendre du recul pour dire, regardez, cette expansion constante de l'OTAN vers l'Est était injustifiée. Et vous savez, quand on remonte dans l'histoire, et qu'on dit d'accord, donnez-moi la liste de tous les pays que la Russie a envahis depuis 1991, eh bien, aucun. Et les gens disent, et la Géorgie, alors? Eh bien, dans le cas de la Géorgie, les Russes y avaient déployé des forces de maintien de la paix depuis l'effondrement de l'Union soviétique, car il existait encore des différends territoriaux à l'intérieur de la Géorgie entre ces autres territoires. Et ce sont les Géorgiens qui ont attaqué les Russes, avec un fort encouragement de l'OTAN d'ailleurs. Donc, vous savez, en prenant du recul, j'ai réalisé que la Russie avait été la victime dans cette affaire. Je me suis beaucoup impliqué là-dedans en 2016 avec toute la folie du Russia Gate, parce que j'avais à l'époque accès à certaines informations.
I'm the one who went to Devin Nunes. C'est moi qui suis allé voir Devin Nunes en mars, je crois que c'était autour du 12 mars 2017, pour l'avertir à propos de Russiagate, que c'était une opération de renseignement impliquant le MI6, le GCHQ, le FBI et la CIA. Je lui ai donné quelques noms de personnes avec qui il devait parler et le type de documents qu'il devait consulter. Et c'est ce qui a conduit Devin Nunes à lancer toute cette enquête. Kash Patel était son enquêteur. À l'époque, je savais que la Russie était complètement désignée comme bouc émissaire. C'était simplement un ennemi commode. Et donc, quand on commence, enfin, je me mets en colère quand je vois des gens mentir sur des sujets comme celui-là. Parce que des gens finissent par se faire tuer. Le fait est qu'ils mentent à de nombreux niveaux. Et soit dit en passant, il existe un rapport officiel commandé par l'Union européenne et rédigé par une diplomate suisse, Heidi Tagliavini. Le rapport Tagliavini indique explicitement que les premiers tirs ont été effectués par les Géorgiens. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Qui a commencé la guerre? Et pourtant, encore aujourd'hui, la chancelière allemande et d'autres continuent de répéter que la Russie a déclenché la guerre contre la Géorgie. C'est juste, vous savez, les contre-vérités, les mensonges qui sont racontés, ils se produisent à plusieurs niveaux. Avec l'affaire du Russiagate, je me suis demandé, certaines personnes, comme Glenn Greenwald et d'autres, l'interprètent principalement comme une manière pour le DNC, pour les démocrates, de justifier cette défaite présidentielle totalement imprévue. Ils pensaient vraiment que c'était gagné, non? Jusqu'à la fin, ils croyaient que Trump était quelqu'un qu'ils pourraient facilement faire tomber. Donc lui, il voit cela comme une façon pour les démocrates d'avoir lancé une rumeur qui a complètement dérapé. Est-ce que tu le vois aussi comme ça, ou penses-tu qu'il y avait d'autres motivations derrière le Russiagate? Oh non, c'était bien plus profond que ça. L'un de mes anciens collègues de la CIA, disons simplement qu'il a servi dans plusieurs zones sensibles, au Liban et au Salvador. Il était au Liban lorsque le chef de station, William Buckley, a été enlevé puis tué. C'était donc un homme expérimenté, impliqué dans des opérations dans certaines des zones les plus sensibles. J'avais commencé à écrire en 2016, après la publication du document de Christopher Steele, parce que ma petite société de conseil, j'avais alors 2 autres associés. Tu sais, nous rédigions des rapports, mais pas de ce genre. Je veux dire, ce truc-là était une honte. Il contenait tellement d'erreurs évidentes. Alors j'ai commencé à écrire à ce sujet, et au cours de cela, mon ami de la CIA m'a appelé et m'a dit « Eh, tu vas pas le croire. » My CIA buddy called me up and said, "Hey, you're not going to believe this." He said, and he just had a conversation with one of his. Il a dit qu'il venait d'avoir une conversation avec l'un de ses anciens collègues qui travaillait encore à l'agence. Ce collègue lui avait raconté qu'à l'été 2015, John Brennan, alors directeur de la CIA, avait organisé un groupe de travail. Un groupe de travail réunit des personnes issues d'autres agences. On y trouvait donc des membres de la DIA, la Defense Intelligence Agency, de la National Security Agency, du département de la Défense, pour la partie opérationnelle, et peut-être du Bureau du renseignement et de la recherche du département d'État, ainsi que du FBI. Peter Strzok, par exemple, faisait, je crois, partie de ce groupe de travail à un moment donné. Ce groupe, durant l'été 2015, avait reçu pour instruction de recueillir des renseignements sur tous les candidats à la présidence, sauf Hillary. Mandaté par qui? Eh bien, John Brennan avait confié cette mission, et il le faisait à la demande d'Hillary et de sa campagne. À l'époque, souvenez-vous, rien n'était certain. La plupart des gens plaisantaient en disant que Donald Trump ne gagnerait jamais la présidence. Ils recueillaient donc des renseignements sur Trump, sur Marco Rubio, sur Ted Cruz et sur Bernie Sanders. Ce n'était pas seulement sur les républicains, c'était aussi sur Sanders. Et la manière dont ils contournaient cela
c'était en utilisant des services de renseignement étrangers. La NSA n'a pas le droit de collecter des renseignements sur moi, mais elle peut appeler le GCHQ en Grande-Bretagne. Mon Dieu, eux peuvent en collecter sur moi, puis les transmettre à la NSA, car ça s'appelle du renseignement de liaison. C'est donc ce qui se passait. Ce n'était pas seulement le GCHQ. Les Belges étaient impliqués, les Allemands étaient impliqués, les Australiens étaient impliqués. Et c'était un effort assez complet et coordonné. Par exemple, comment sont-ils venus à s'intéresser à George Papadopoulos? Je veux dire George Papadopoulos, un type sympa, un jeune homme bien. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui et avec sa femme, et je l'ai interviewé. Mais c'était un inconnu. Et pourtant, en août 2015, il est à Londres, et il a soit appelé, envoyé un message ou un courriel à Corey Lewandowski en disant « Hey, j'aimerais participer à l'équipe Trump. » Eh bien, devinez quoi? Cette communication a été interceptée par le GCHQ, puis transmise à la cellule spéciale de John Brennan. Ensuite, une opération de renseignement a été montée pour le piéger. Je sais, ça semble fou, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Papadopoulos, puis sans prévenir, se voit offrir un poste de vice-président dans une société de conseil à Londres, qui s'avérera plus tard être une couverture du MI6. Ensuite, nous avons un échange d'emails entre Brent Budowski, un ancien stratège démocrate de longue date à Washington, D.C., et John Podesta. Il était daté de décembre. Il a été révélé dans la fuite d'informations de Wikileaks. Dans cet échange, Budowski et Podesta discutaient de la manière dont ils allaient faire porter l'affaire russe à Trump, en faire une histoire centrée sur Trump et son petit ami, Vladimir Poutine. Ainsi, au fur et à mesure que la campagne avançait et qu'il devenait évident que Trump allait très probablement gagner, tout s'est alors déplacé vers Trump. Et la pleine puissance de l'opération secrète que Gina Haspel, l'ancienne directrice de la CIA, coordonnait avec des agents du renseignement britannique, s'est mise en marche à plein régime à partir de mai 2016. Cette date de mai 2016 coïncide également avec le moment où CrowdStrike a affirmé que les Russes avaient piraté le DNC. Pure absurdité. Ils n'ont pas piraté le DNC. Retournez lire Dmitry Alperovitch, qui était à la tête de CrowdStrike à l'époque. Il a donné deux versions différentes en l'espace de 2 semaines sur ce qui s'était passé. L'une disant que c'était fin avril, l'autre disant la première semaine de mai. Bon, on peut passer là-dessus. Mais le message était que CrowdStrike savait, au plus tard le 5 mai 2016, que les Russes avaient pénétré le DNC. Ils étaient à l'intérieur. Bon sang. Alors vous êtes un expert en cybersécurité, que faites-vous? Il reste les bras croisés jusqu'au 10 juin 2016, moment où, vous savez, 2 semaines, en fait plus de 2 semaines, après que les courriels ont été dérobés au DNC. Parce que les courriels du DNC ont été pris, le dernier jour était le 25 mai. Donc nous avons le 26, 27, 28, 29, 30, 31, cela fait 6, puis encore 10 jours jusqu'au 10 juin. C'est à ce moment-là que CrowdStrike dit « Arrêtez tout, fermez les serveurs. Mon Dieu, les Russes sont là. » Ce qui s'est passé, c'est que la CIA, la NSA, le MI6, le GCHQ, tout le monde, littéralement, espionnait Julian Assange et Wikileaks. Tout ce qui leur était envoyé, ils le savaient. Ils n'étaient pas une véritable menace, n'est-ce pas? Oh oui. Que veux-tu dire par là? Wikileaks. Wikileaks représentait une véritable menace pour la communauté du renseignement, n'est-ce pas? Eh bien, dans la mesure où il publiait des informations véridiques. Exactement. Précisément. Je ne veux pas dire que c'est un ami pour nous, les gens ordinaires. C'est un ennemi pour ceux qui agissent dans l'ombre, n'est-ce pas? Exact. Correct. And so what happened was
Exactement. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'était le lundi 27 ou le mardi 28, ils ont intercepté une communication entre Seth Rich et Julian Assange, ou avec Wikileaks. Et c'est Seth Rich qui a envoyé les informations à Wikileaks. Alors, comment le sais-je? Un ami à moi, quand il sera décédé, je pourrais révéler sa fonction exacte, mais il est encore en vie, me l'a dit. Je travaillais avec un avocat nommé T. Clevenger, qui essayait d'obtenir des documents du FBI et maintenant de la NSA. La NSA a envoyé un document confirmant qu'il possédait 10 documents classifiés top secret liés à Seth Rich. Mais mon pote a dit, ils mentent. Il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais le fait est qu'ils ont intercepté ces documents de Seth Rich et qu'ils savaient. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont construit tout ce récit, selon lequel c'était les Russes qui avaient piraté et qu'ils allaient en faire porter la responsabilité à Trump. C'est donc vraiment là que tout a commencé. Cette partie du Russiagate avec le DNC. Vas-y, je vois que tu te prépares à poser une question. Go ahead. I can see you getting ready to ask a question. Oui, parce que, d'accord, donc tout cela remonte à... Si tout remonte aux agences de renseignement, je dois juste poser une question. Nous savons que le Pentagone n'a jamais réussi un audit de toute son existence. Nous savons que la CIA peut refuser et que le FBI peut refuser des demandes d'informations émanant du Congrès. Ils disent simplement, je ne peux pas te dire ça pour des raisons de sécurité nationale. Donc l'appareil de sécurité aux États-Unis, c'est comme... Et le Pentagone est à part, non? Il n'en fait même pas partie. Mais l'appareil de sécurité, on ne peut pas vraiment le contrôler, n'est-ce pas? C'est comme un État dans l'État, avec toutes ses branches différentes, et il est relié à l'extérieur, surtout aux Britanniques. Comment ça fonctionne? Comment ça marche réellement? Je veux dire, est-ce une sorte de fief? Qui contrôle ce truc? Eh bien, personne ne le contrôle vraiment. Il possède une sorte d'inertie bureaucratique propre. Cela dit, cela ne veut pas dire qu'il soit particulièrement compétent. Il y a beaucoup d'incompétences et de bouffonneries qui s'y produisent. Mais c'est dangereux, car il n'existe pas de véritable supervision indépendante, malgré ce que prétendent les commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat. En fait, voici comment je le sais. Lorsque Devin Nunes a été nommé pour la première fois à la commission permanente du renseignement de la Chambre, mon voisin d'à côté, qui se trouvait être l'un des plus grands lobbyistes de la défense à Washington, D.C., est venu me voir et m'a dit « Hé, j'ai ce membre du Congrès. » Il venait d'être nommé au comité du renseignement et il ne savait rien de la CIA. Mon voisin m'a demandé « Pourrais-tu le rencontrer et en quelque sorte le mettre au courant ?» J'ai dit d'accord. Alors j'ai emmené mon autre ami dont j'ai parlé plus tôt, celui qui m'avait raconté que son ami lui avait parlé du groupe de travail que John Brennan avait mis en place au sein de la CIA. Nous avons rencontré Devin pour un repas. Je ne me souviens plus si c'était un déjeuner ou un dîner tôt, au Republican Club, sur Capitol Hill. Nous avons passé environ 2h30 à le briefer, à lui donner des bases. C'était en 2012. Environ 5 ans plus tard, quand j'ai eu des informations sur ce qui se passait réellement avec Russiagate, j'ai pu l'appeler et obtenir un rendez-vous avec lui. Je pense que Devin est un homme très honorable et qu'il a vraiment essayé d'être juste. Mais mon point, c'est qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires pour se rendre compte qu'on le manipulait. Il avait juste un peu de savoir, et quand on se retrouve face à des professionnels du renseignement, eux savent ce qu'ils font. Donc, c'était une opération de renseignement conjointe entre la CIA et le FBI, au minimum. Et franchement, honte à Donald Trump de ne pas avoir pris davantage de mesures pour exposer cela. Mais bon, c'est comme ça. Peut-il le faire? Je veux dire, en théorie, Tulsi Gabbard est maintenant responsable de tout cela.
Les personnes au sommet peuvent-elles vraiment, sont-elles même capables, tu sais, d'aller au fond des choses? They can if they want. Yeah, they can if they want. Ils peuvent le faire s'ils le veulent. Oui, ils peuvent le faire s'ils le veulent. Mais c'est, tu sais, le problème, c'est qu'on entend « Oh, ne faisons pas de vagues. Oh, ne faisons pas ça. Cela va créer d'autres problèmes. Cela pourrait compromettre certains atouts. » Mais il faut que ce soit révélé. Je pense que Brennan, Comey, Clapper, ils devraient tous être en prison. Ils ont activement travaillé à subvertir une élection démocratique. Je ne suis pas là à dire « Oh, je pense que Donald Trump est formidable » ou « Je soutiens Donald Trump ». Ce n'est pas le cas. Mais il y a une manière dont notre système est censé fonctionner. Ils l'ont activement subverti et ils ont essayé de le faire avant l'élection. Cela a échoué. Ensuite, ils ont été poussés vers un plan de secours après l'élection, qui impliquait, vous savez, les efforts de destitution, le piégeage de Mike Flynn, et puis, encore une fois, la perpétuation de ce mythe. C'est ce que je trouve tellement hilarant. Nous sommes vraiment indignés qu'un gouvernement étranger interfère dans nos élections. Mais bon sang, qu'est-ce que les États-Unis font depuis que la CIA a commencé à opérer en 1947? Le nombre de pays étrangers où nous avons volé des élections, truqué des scrutins, interféré à la fois par des actions secrètes et par des canaux publics comme Voice of America, Radio Free Europe, l'USIA. Franchement, l'hypocrisie là-dedans est ahurissante. Et oui, la Russie avait 70 000 $ de publicité sur Facebook. Oh, formidable. Je sais. Mais cela ne le montre-t-il pas? N'est-ce pas révélateur à quel point tout cet appareil est allergique aux mêmes choses qu'ils pratiquent? Parce qu'ils en sont conscients, non? C'est une forme de projection, puisque nous le faisons, nous supposons que les autres doivent essayer aussi. Mais je pense vraiment que l'Amérique, enfin les États-Unis, sont les meilleurs. C'est tout simplement le meilleur du meilleur dans ce domaine. Je ne peux même pas imaginer les Russes atteindre un tel niveau de réussite en matière d'ingérence, même pendant la guerre froide. Tu sais, les Russes, d'après ce que j'ai vu, n'ont pas vraiment l'habitude de déployer toute une panoplie, ou disons plutôt un véritable tsunami, de propagande pour manipuler et contrôler les élections. Je veux dire, s'ils veulent interférer, ils le font comme ils l'ont fait au Kazakhstan il y a 2 ans. Oui, tu vois, ils envoient les troupes, répriment la foule, protègent le gouvernement en place. Mais tu sais, la dernière rumeur, c'est que ce serait le Venezuela. Le Venezuela serait celui qui vole toutes ces élections. Tu as entendu parler de ça? Je n'en ai même pas encore entendu parler. Mais, oh d'accord. Je veux dire, le niveau d'absurdité à propos du Venezuela a atteint de nouveaux sommets, y compris des affirmations selon lesquelles le Venezuela soutiendrait le Hamas ou que le Hamas serait au Venezuela. Je veux dire, ça devient tellement idiot que... Il y a des membres du Hezbollah ou des groupes de marchands qui leur sont affiliés. Soyons clairs sur ce dont nous parlons. Il s'agit de marchands musulmans libanais. Et ce sont des réseaux familiaux. Le grand centre se trouvait à Colón, au Panama, dans la zone franche de Colón. Jusqu'à il y a quelques années, la zone franche de Colón était la 2e plus grande zone franche du monde, après Hong Kong. Un endroit immense. Et on y trouve un certain nombre de personnes issues d'une diaspora venue du Moyen-Orient, du Levant, vers les années 1900. Beaucoup d'entre eux se sont installés au Panama. Il y a un autre centre, au large des côtes du Venezuela, l'île Margarita. C'est en quelque sorte un centre de contrebande. Il y a aussi une ville dans le nord-est de la Colombie, appelée Maicao. Maicao est, vous savez, principalement, ce n'est pas comme si le Hamas y défilait. Mais il y a des gens qui sont sympathisants de la cause palestinienne et qui sont musulmans. De Maicao et de Colombie, on se rend aussi à Ciudad del Este,
au Paraguay, à la frontière entre le Paraguay et le Brésil. Quand on regarde cet endroit, c'est une immense zone de libre-échange. La plupart des zones de libre-échange se trouvent près des ports, là où arrivent les navires. Celle-ci se situe près des chutes d'Iguazu, les cataratas d'Iguazu. Et il y a un immense aéroport de l'autre côté, au Brésil, où beaucoup de marchandises arrivent par avion. Et encore une fois, la population musulmane vit au Brésil, pas au Paraguay. Ils traversent le pont chaque matin. Not in Paraguay. They cross the bridge every morning there. And then the last major site is Iquique, Chile. Et puis, le dernier grand site est Iquique, au Chili. Il y a environ 25 ans, j'ai travaillé à cartographier certaines des relations familiales. Il y avait même des Ben Laden à Colón, au Panama. Mais les Hachem, les Waked, ces familles, leurs cousins, frères, oncles, bref, les familles élargies, entretenaient des relations commerciales qui reliaient le tout. Je donne ces détails parce que l'effort actuel visant à présenter le Venezuela comme ayant manipulé les élections est mené par Gary Berntsen. Je connais Gary, c'est un officier de la CIA. Il a dirigé la deuxième équipe, appelée Joe Brecker, en Afghanistan à la fin d'octobre 2001, après les attentats du 11 septembre. Et il a écrit un livre intitulé Joe Brecker, je crois, avec Ralph Pezzullo, qui était autrefois journaliste au New York Times. Who used to be like a New York Times reporter. Well, they're now pushing this thing that since 1999. Eh bien, ils promeuvent maintenant cette idée que depuis 1999, Maduro aurait été impliqué avec Dominion, la société de logiciels de vote, dans la création de ces machines. Laura Loomer a fait tout un truc, non, pardon, Lara Logan. Lara Logan a fait un podcast d'environ 1h30 avec ces types, où ils ont expliqué comment, soi-disant, le véritable pays qui manipule les élections à l'échelle mondiale serait le Venezuela. C'est pourquoi, disent-ils, il faut s'en débarrasser maintenant. Et je me dis, tu sais, j'adore l'ironie. Mon esprit fonctionne comme celui d'un garçon de 14 ans dans une salle d'écriture comique. Parce que je me dis, non, c'est drôle. Voilà un type de la CIA représentant une agence qui a probablement renversé en moyenne 3 ou 4 pays par an depuis sa création, et maintenant on attribue l'ingérence électorale mondiale au Venezuela. Vraiment? C'est pour ça que les humoristes sont dehors ces temps-ci. C'est comme si, tu vois, la réalité écrivait de meilleurs scénarios que quiconque ne pourrait jamais le faire. C'est fou à un autre niveau. Mais il semble que, du moins dans les médias grand public, ça fonctionne à nouveau, non? CNN et compagnie, ils en parlent vraiment. Il y a des panels d'experts sur ce qui, il y a 20 ans, auraient été les armes de destruction massive. Devrions-nous accepter cela? Ça fonctionne, non? Écoutez, nous en sommes encore à ce stade avec les médias. Vous savez, j'ai commencé ma carrière médiatique, je crois, en août 1994, avec la capture de Carlos le Chacal, donc il y a 31 ans. Et vous savez, c'est ce qui m'a lancé dans la sphère médiatique, parce que je donnais de bonnes formules. Je pouvais être concis et drôle, et je savais réellement de quoi je parlais, car j'avais travaillé avec la CIA, avec le département d'État, et j'avais cette société de conseil où je collaborais avec les forces d'opération spéciales de l'armée américaine. Et vous savez, à partir de 1994, j'étais partout. J'ai participé à CNN Crossfire, probablement au moins 16 fois. J'ai débattu une fois avec Alan Dershowitz lors du sommet Y organisé sous Clinton. J'ai été invité à ABC Nightline au moins une douzaine de fois, et plusieurs fois au Jim Lehrer NewsHour. J'étais analyste du terrorisme pour NBC. J'étais analyste pour Fox News. J'ai été payé pendant un an, donc j'ai circulé dans tous les médias. Là où nous en sommes aujourd'hui, du moins à l'époque, il y a 30 ans, on trouvait différentes opinions représentées, surtout dans les médias électroniques, télévision, radio, podcast. Pas aujourd'hui. 2 domaines où vous n'entendrez pas de voix alternative sont d'abord le génocide en Palestine. Si vous voulez inviter Jeffrey Sachs, il n'est pas autorisé. Ray McGovern, pas autorisé. Doug McGregor, pas autorisé. C'est incroyable à quel point le processus est complètement verrouillé.
Et c'est la même chose avec la guerre en Ukraine. C'est donc comme si nous avions désormais un média corporatisé qui joue vraiment le rôle de gardien et qui n'autorise aucune voix alternative. La façon dont vous vous en débarrassez, c'est une théorie du complot. Alors j'ai demandé aux gens, d'accord, quand vous utilisez ce terme, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous dites qu'il y a réellement des personnes dans l'ombre qui travaillent ensemble pour manipuler ou produire un résultat particulier sans être découvertes? Si vous me dites que oui, il existe ce genre de complot. Ils existent, ils sont réels. Mais si vous me dites que Maduro a conspiré avec Dominion Voting dès 1999 pour être prêt à manipuler l'élection de 2020 afin d'empêcher Donald Trump d'obtenir un second mandat, là je sors, bon, je vais rester poli, un drapeau de pénalité. Comme au football, on sort le carton rouge. On met le carton rouge. Non, ce n'est pas ce qui se passe. En fait, si tu remontes à 2016, ou plutôt en 2020, l'élection de 2020 a été volée. Je le crois. Elle a été volée à l'ancienne. Ils avaient des bulletins préimprimés avec le nom de Joe Biden dessus, qui ont été insérés dans les machines. C'est tout. C'était simple. Et je le sais avec certitude, parce que mon associé, qui est maintenant à la retraite, est allé au centre postal qui traitait les bulletins. Et les affidavits des chauffeurs de camions qui ont fait les Britain. Il a tout documenté du point A au point B ou jusqu'au point Z. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois l'idée de fraude en 2020 lancée, nous avons entendu toutes sortes d'histoires. On nous a dit, le Venezuela l'a fait avec Dominion. Non, 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 non. C'était les Chinois, les Chinois. Les Chinois l'ont fait. Attendez une seconde. C'était le Spa Leonardo en Italie. Ce sont les Italiens qui l'ont fait. Non, non, non. Il y a eu une bataille en Allemagne entre les forces spéciales américaines et la CIA. Des gens ont été tués, ils essayaient de découvrir des informations. Et puis, mon préféré, ce type, Dennis Montgomery, a lancé l'idée que la CIA possédait un ordinateur appelé Hammer et Scorecard. Il y avait au moins 6, peut-être 7 théories différentes, conspirations, affirmations, sur la manière dont l'élection aurait été volée. Et la raison pour laquelle elles ont été diffusées, c'était pour créer un véritable brouillard de guerre. C'est comme si vous aviez un chien dans un champ et que vous vouliez qu'il chasse un oiseau en particulier, mais qu'un écureuil passe en courant, il poursuit l'écureuil, pas l'oiseau, même. Ces théories, c'était les écureuils. Ils ont lâché tous ces écureuils et les gens se sont mis à les poursuivre. C'était le Spa de Leonardo. Non, le vote Dominion. Non, c'est le Venezuela. Non, non, c'est la Chine. Pendant ce temps, la véritable manière dont ils s'y sont pris, personne ne l'a regardé. Que cela nous dit-il selon vous sur le système politique des États-Unis? Je veux dire, sur le papier, c'est une démocratie, non? Mais la démocratie ne réside pas dans le vote, elle réside dans le dépouillement. Et même au-delà de cela, vous savez, c'est presque sans importance. Au bout du compte, il y a des gens au pouvoir, d'un côté et de l'autre. Et puis il y a ceux qui agissent dans l'ombre, les petits fiefs et les dominions. Comment comprenez-vous les États-Unis en tant qu'animal politique tel qu'il existe aujourd'hui? Nous avons le meilleur gouvernement que l'argent puisse acheter. Maintenant, la question est, qui a l'argent et qui paie? Et c'est là que ça devient intéressant. L'AIPAC n'est pas le seul sur le marché à acheter sa part de membres du Congrès. Il y a l'industrie de la défense. Je l'ai vu de mes propres yeux avec mon voisin d'à côté. Les membres du Congrès, ces gens sont élus, ils arrivent, et ils doivent lever des fonds. Je veux dire, il y a sur eux une pression constante pour appeler des gens et leur demander de l'argent, à moins qu'ils ne soient nés riches.
ou qu'ils soient des investisseurs avisés, comme Nancy Pelosi, vous voyez, pour trouver de l'argent de cette manière. You know, to come up with money that way. Alors, ce qu'il fait, c'est rassembler tous ses clients, Lockheed Martin, General Dynamics, tu vois, et ils organisent une collecte de fonds pour le membre du Congrès. Ces entreprises appellent certains de leurs clients et disent « Hey, tout le monde doit venir », et ils rédigent les chèques. Mon pote, mon voisin, a remis les chèques aux membres du Congrès. Maintenant, ce membre du Congrès leur est redevable. Donc, quand mon ami Mike appelait, le membre du Congrès décrochait le téléphone. Voilà comment fonctionne l'industrie de la défense. C'est la même chose avec l'industrie pharmaceutique. Là aussi, il y a beaucoup d'argent en jeu. Résultat, nous avons un Congrès complètement corrompu et compromis. Vous savez, en ce moment, avec cette enquête en cours, sur les 360 milliards de dollars envoyés à l'Ukraine, nous savons avec certitude, nous avons des relevés bancaires et des documents, que 48 milliards ont été volés par l'administration Zelensky. Et une partie de cet argent s'est retrouvée dans les poches et les comptes bancaires de 29 membres de la Chambre des représentants ou du Sénat américain. Je connais les noms de 2 sénateurs, un démocrate et un républicain. Les chiffres ont été mis à jour. Le démocrate a reçu 26 millions, le républicain 19 millions. Donc c'est juste, vous savez, de la corruption. Donc ce n'est pas « allez-y ». Désolé. Dans ce sens, ce qu'il nous reste, c'est simplement le point d'aboutissement ultime du capitalisme sans entrave, où l'on se retrouve avec un oligopole de personnes qui dirigent essentiellement le système au nom de l'élite fortunée. Mais cela se mêle à l'appareil de sécurité et à tout ce qui se trouve en dessous, n'est-ce pas? Il y a aussi ces fiefs bien ancrés, et ainsi de suite. Et c'est cet appareil qui avance, qui produit ensuite des documents d'orientation politique, etc. Comme ce qui vient de sortir, la stratégie de sécurité nationale, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu prends la nouvelle stratégie de sécurité nationale au sérieux? Ou penses-tu que ce n'est qu'une poignée de 5 ou 6 personnes qui ont écrit quelque chose que personne aux échelons inférieurs ne prendra au sérieux? Est-ce que la machine continuera à fonctionner comme elle l'a toujours fait, ou est-ce que cela aura réellement un impact? Je dirais que c'est le genre de livre qu'il faudrait garder sur une étagère près des toilettes. Et si jamais tu manques de papier toilette, le livre lui-même pourrait s'avérer utile. Parce que le contenu reflète ce que tu vas y mettre, ou parce que c'est totalement inutile? Je pense que c'est totalement inutile. Cela indique, eh bien, j'ai entendu dire que Elbridge Colby avait dirigé la rédaction du document, donc disons que cela reflète sa pensée. Mais cela dit, est-ce que ça va réellement se traduire par des actions? En ce qui concerne l'Europe, nous voyons les États-Unis et l'Europe. Eh bien, je pense qu'ils ont eu ce genre de conversation qu'un couple qui est ensemble depuis un certain temps finit par avoir. Où l'un dit à l'autre, oui, je crois qu'il faut qu'on commence à voir d'autres personnes. C'est là qu'ils en sont en ce moment. L'Europe est scandalisée que les États-Unis veuillent aller entretenir une relation avec quelqu'un d'autre. Juste pour ajouter, je pense que c'est une indignation semblable à celle d'une femme battue, giflée plusieurs fois, qui s'indigne, qui veuille encore aller voir quelqu'un d'autre. C'est comme dire « Non, reviens, frappe-moi encore ». Oui, tu sais, exactement. Je veux dire, c'est vraiment pervers. Si ce qui est écrit sur le papier est réellement mis en œuvre, cela signifierait que nous aurions moins de belligérance avec la Chine et avec la Russie, donc moins de risques de guerre. Ce serait donc une bonne chose. Il est aussi question de se désengager du Moyen-Orient, mais je pense que cela repose sur l'hypothèse que, premièrement, les États-Unis ont anéanti la capacité nucléaire de l'Iran,
numéro un, ce qui n'est pas le cas. Et que deuxièmement, les sionistes ont un contrôle total et ont contenu le Hamas et le Hezbollah, ce qui encore une fois me semble être de fausses hypothèses. Il y a donc cette idée que nous allons nous réorienter vers l'hémisphère occidental. Je me sentirais plus à l'aise si la stratégie disait « Vous savez quoi, nous allons voir si nous pouvons réparer nos écoles en ruine, nos routes fissurées et nos infrastructures délabrées aux États-Unis avant de décider que nous avons pour mission d'aller guérir le monde. » Donc, cela ne m'inquiète pas tant que ça. J'ai noté avec intérêt qu'en ce qui concerne l'Ukraine, elle disait en gros « Très bien, ce n'est plus notre problème. Tenez, l'Europe, bonne chance. Nous vous enverrons un peu d'argent, nous vous enverrons des armes, tant que vous nous envoyez de l'argent. Mais l'Ukraine, c'est à vous. Débrouillez-vous. » Et les Européens réagissent. Quoi? Tu sais, tu as juste laissé le bébé sur son pas de porte. Et maintenant, c'est à nous d'en prendre soin. Ils sont pas prêts pour ça. Donc tu vois, je pense qu'on y attache trop de drames parce que... Peux-tu revenir en arrière et te rappeler ce qui avait été dit dans la stratégie de sécurité nationale de Trump de décembre 2017? Et comment cette politique a évolué? Non. Et c'est pareil pour celle de Biden. Elle est sortie en janvier 2023. Ce sont généralement des documents qu'on oublie vite. Ce n'est pas comme celui rédigé en 1948, qui est devenu la base de la politique américaine envers l'Union soviétique de l'époque, et plus tard, le communisme international. Mais ce document n'était pas celui-là. Vous faites référence au long télégramme de George Kennan. Oui, c'est exact. Et cela n'a même pas été rédigé par une administration. C'était l'œuvre d'un analyste vraiment brillant. Il était en poste à l'ambassade à Moscou, n'est-ce pas? Oui, c'était un diplomate, un agent du service extérieur du département d'État, et il y travaillait depuis un bon moment. Il était extrêmement compétent. Donc la lettre de Kennan, elle a eu des conséquences. Elle a effectivement contribué à façonner et à orienter la stratégie. Mais après cela, nous n'avons jamais vraiment vu les États-Unis agir avec un plan stratégique, alors que la Chine, elle, en a un. Bon sang, la Chine a des plans quinquennaux, et par Dieu, elle les met en œuvre. Les gens y sont tenus responsables, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles nous avons vu la Chine dépasser l'Occident sur le plan technologique. Et franchement, aussi dans la manière dont elle prend soin de sa population en matière de santé. Préféreriez-vous être en Europe? Nommez un pays en Europe où une personne moyenne, comment obtiendrait-elle des soins de santé là-bas ou en Chine? Et encore une fois, je dirais que même les options de soins de santé sont bien meilleures en Russie qu'aux États-Unis. Mais vous savez, le système de santé est un exemple vraiment intéressant. Je veux dire, on peut même trouver des pays capitalistes, même si j'hésite, car le Japon n'est pas vraiment un pays capitaliste. Mais vous savez, ici tout le monde reçoit une carte d'assurance maladie qu'il faut payer. Si vous arrêtez de payer, ils ne vous retirent pas la carte. Le service n'est pas lié au paiement du service. Vous devez payer, et ils vous sanctionneront si vous ne le faites pas, mais ils ne vous retireront pas la carte. Mais ce n'est pas le sujet. Vous avez raison. Je veux dire, c'est simplement ainsi que le système fonctionne, non? À ce stade, il devient dysfonctionnel, je dirais, dans une grande partie de l'Occident. Et qu'en est-il de la manière dont la Russie l'aborde? Parce que vous êtes allé en Russie et vous avez même, vous avez parlé, vous avez interviewé M. Lavrov, vous avez parlé à M. Karaganov et ainsi de suite. Comment perçoivent-ils les États-Unis en tant qu'entité politique? Parce qu'on ne peut pas, même si c'est dysfonctionnel, cela existe toujours et c'est toujours extrêmement dangereux. Comment pensez-vous que les Russes abordent aujourd'hui leurs relations avec les États-Unis?
Well, there's a split. Eh bien, il y a une division. Je pense que vous savez, avec Lavrov et Ryabkov au sein du ministère des Affaires étrangères, ils considèrent encore qu'il est dans l'intérêt de la Russie de dialoguer avec les États-Unis. Ils veulent parler. Et je pense qu'il y a un consensus général en Russie. Oui, d'accord. Parlons aux États-Unis, si nous le pouvons, s'ils veulent bien écouter. Mais il y a aussi un nombre croissant de personnes, dans le camp de Sergueï Karaganov, qui pensent que notre avenir n'est pas en Occident. Notre avenir est à l'Est. Notre avenir est avec la Chine, en Sibérie, peut-être même avec le Japon ou la Corée. Il est avec le Sud global, mais il n'est plus avec l'Occident. Et donc, je pense qu'un nombre croissant de Russes en sont venus à cette conclusion et se sont dit, « Vous savez quoi, cette relation est trop toxique et trop troublante. » This is too toxic and troubling a relationship. But the other thing that's taking place now. Mais l'autre chose qui se passe en ce moment, c'est, tu sais, et tu es assez jeune pour pouvoir en être témoin et la voir se réaliser pleinement, le remplacement de cette relation eurocentrée, le système financier et politique qui a été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cela reflète vraiment ce que j'appelle 500 ans de culture européenne, dominée par le christianisme, et toutes les divisions qui s'y sont produites. La naissance de la révolution industrielle en Europe, puis l'essor de la construction d'empires coloniaux, où l'on a transformé la mission de Jésus, aller et faire des chrétiens de tous les peuples, en aller et s'emparer du plus de territoire possible, afin que nous puissions contrôler la richesse, contrôler les ressources et exploiter les populations. Cette mentalité en Europe ne s'est jamais développée, ni en Russie, ni en Chine, car la Russie et la Chine n'avaient pas de colonies en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Ils n'avaient pas de colonies en Afrique. Ils n'avaient pas de colonies en Asie. Ils avaient des relations, ce qui est différent. Ils traitaient avec les gens à un autre niveau, mais pas comme les Européens. Et les Américains ont en quelque sorte été contaminés par cet état d'esprit européen du genre. Que pouvons-nous tirer de vous? Que pouvons-nous vous prendre? Comment pouvons-nous vous contrôler? Comment pouvons-nous vous dominer? C'est un véritable état d'esprit dans la sphère européenne. Mais cela touche à sa fin, car l'Europe ne domine plus militairement et économiquement comme elle le faisait au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Il y a donc eu une transformation, et la Chine incarne l'essence de cette transformation. Je veux dire, quand j'étais au lycée, donc il y a 53 ans, Richard Nixon est arrivé en Chine avec Henry Kissinger. Et ils ont ouvert toute une nouvelle ère. Et vous savez, à l'époque, je crois que le taux d'alphabétisation en Chine était d'environ 60%. La grande majorité de la population vivait dans la pauvreté. Et regardez ce qu'ils ont accompli en 52 ans. Ils ont littéralement des robots qui font des choses que, premièrement, les Américains ne savent pas construire à ce niveau, ni produire en grand nombre. Et deuxièmement, si l'on prend l'alphabétisation comme référence, la Chine a désormais une quasi-alphabétisation universelle. Le taux d'alphabétisation aux États-Unis est d'environ 69%, avec une compréhension moyenne de lecture au niveau de la 6e pour seulement environ 50% de la population. La Chine a donc désormais dépassé les États-Unis sur le plan éducatif, alors que les États-Unis étaient autrefois, pour ainsi dire comme Reagan l'appelait, la ville sur la colline, une lumière éclatante vers laquelle les autres peuvent tourner. Penses-tu qu'à un moment donné, tu sais, il deviendra inévitable qu'aux États-Unis apparaisse une sorte de Gorbatchev, quelqu'un de suffisamment fort et lucide pour dire « On ne peut tout simplement pas continuer à vivre ainsi. Nous devons changer. Nous avons besoin d'une glasnost et d'une perestroïka américaine. » J'ai bien peur que la seule façon d'y parvenir soit à travers une catastrophe économique ou militaire. Parce que vous savez, ce n'est tout simplement pas dans la nature humaine de changer quand on pense que tout va bien.
Et même si les signes sont évidents dans notre société que tout ne va pas bien, surtout quand on regarde les résultats en lecture et en mathématiques des enfants qui sortent des lycées, des quartiers défavorisés, c'est comme, vous savez, seulement 20% atteignent même un niveau minimal, et pas même le niveau scolaire attendu. Les chiffres correspondant au niveau scolaire sont loin d'être suffisants, et nous laissons cela continuer. Et pendant ce temps, nous dépensons 360 milliards de dollars en Ukraine pour les armer avec des armes que nous ne pouvons pas produire. Et nous nous retrouvons ensuite dans une situation où nous menaçons la Chine. Et la Chine coupe simplement l'approvisionnement en terres rares. Puis tout à coup, ces systèmes d'armes essentiels que l'armée veut produire ne peuvent plus l'être, faute de sources alternatives pour ces minéraux. On pourrait penser que quelqu'un prendrait du recul, planifierait cela et y réfléchirait sérieusement. C'est pourquoi je reviens toujours à la même chose. Il n'y a pas de stratégie. La politique étrangère des États-Unis ressemble davantage à un mauvais groupe de jazz, d'accord? Ils improvisent, ils ont quelques notes qu'ils jouent et ils partent dans tous les sens. C'est comme un sketch de Saturday Night Live. Plus de cloches. Nous continuons à dire « Ce qu'il nous faut, c'est plus de dépenses de défense. » Bing, 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 bing. Vous voyez? Plus de cloches. Oui, mais le problème, c'est que ce groupe de jazz possède le deuxième plus grand arsenal nucléaire au monde. Ce serait un problème. Donc ça demande une certaine gestion. Et je dis simplement, tu vois, en un sens, comment disons, avec la Chine, la Russie, le Sud global, c'est comme que devons-nous faire pour que ce groupe de jazz n'explose pas, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que le groupe de jazz vienne jouer avec tout le monde pour que nous ayons une belle mélodie, n'est-ce pas? Comment y parvenir? Oui, c'est là que nous devons compter sur des pays comme la Russie et la Chine pour essayer d'être les adultes dans la pièce. Vous savez, toute cette génération, du moins dans l'après-guerre, nous avions encore des dirigeants qui se souvenaient du sacrifice de ce que cela avait coûté. Et les États-Unis n'ont pratiquement payé aucun prix en sang. Nous n'avons pas subi de pertes importantes et nous avons gagné beaucoup d'argent grâce à cela. Donc c'était positif à cet égard. Mais ils avaient aussi vu suffisamment de morts et de destruction pour comprendre « Ah, c'est mauvais ». Et donc, les George Kennan, et même la version plus jeune de cela, les John Glenn. Vous savez, John Glenn est arrivé à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, comme l'un des premiers astronautes. Mais il y avait encore des personnes qui accordaient la priorité aux accords de contrôle des armements. Même au plus fort de la guerre froide, dans les années 1970, les États-Unis et l'Union soviétique ont pu s'entendre d'abord sur les traités SALT, les traités de limitation des armements stratégiques. Ensuite, nous avons eu le traité sur les missiles antibalistiques et l'accord sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Nous avons donc réellement réussi à conclure des accords avec les Soviétiques. Alors, que s'est-il passé une fois l'Union soviétique disparue? Ce n'est pas la Russie qui s'est retirée de ces accords. C'est George W. Bush qui a annulé le traité ABM. C'est Donald Trump qui a annulé le traité INF. Et voici la Russie qui dit « Eh, nous avons ce nouveau START. Gardons-le en vie. » Et l'administration Trump a répondu « Oh, on verra, nous ne sommes pas sûrs. Une sédiment, c'est dangereux. » C'est le comble de l'irresponsabilité. Oui, oui. Je me demande sérieusement comment gérer cela, car c'est pas quelque chose qu'un seul pays peut gérer seul, pas même les États-Unis. Je veux dire, personne aux États-Unis n'a la capacité à lui seul de gérer cela. Ils ne l'ont tout simplement pas, parce que c'est un réseau de fonctionnement. Oui, Larry, merci, c'était très instructif, et nous ferons des suivis à ce sujet, surtout concernant la Russie, car je suis un grand admirateur de la manière dont tu essayes de t'impliquer
et de comprendre ce qui s'y passe. Nous n'avons jamais eu autant besoin de comprendre les autres parties du monde qu'aujourd'hui. Cela devient de plus en plus dangereux. Mais si les gens veulent te suivre et voir cette analyse se développer, où doivent-ils aller? Sonar21.com. Sonar21.com. SONAR 21.com. Pour conclure, permettez-moi de partager une observation que j'ai trouvée vraiment éclairante. Elle vient de Vyacheslav Fetisov, ou Fetisov selon la prononciation. Je le dis probablement mal. Mais Slava était son surnom. Il a été le joueur de hockey le plus éminent de Russie à la fin des années 1970, au début des années 1980 et tout au long de cette décennie. Puis, dans les années 90, il est venu aux États-Unis et a joué ici. Il a terminé sa carrière avec les Detroit Red Wings, avec lesquels il a remporté 2 Coupes Stanley consécutives. Mon Dieu, quel homme décent! Et il est sanctionné. Il ne peut pas voyager aux États-Unis en raison de son association avec Poutine et le gouvernement russe. Sa fille, cependant, vit aux États-Unis et il a au moins un petit enfant, peut-être 2, aux États-Unis qu'il ne peut pas voir. Ils doivent se rendre en Russie. Mais ce qu'il m'a dit, lorsqu'il est passé du hockey en Russie à celui de l'Ouest, c'est que le plus grand choc pour lui a été à quel point l'Ouest était individualiste. Là-bas, on ne disait pas « nous sommes une équipe, nous devons jouer ensemble, nous devons nous compléter et nous renforcer mutuellement, nous devons être unis ». Il a dit que cet état d'esprit n'existait tout simplement pas en Occident. Et l'une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à Détroit, c'est qu'ils ont fait venir 4 autres Russes. Et les Russes ont tous apporté cet état d'esprit. Non pas « je dois être la vedette », mais « comment pouvons-nous travailler ensemble pour atteindre un objectif ?» Ce n'est pas du communisme. C'est une attitude culturelle, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire que c'est propre à la Russie, mais c'est au cœur et à l'âme de leur approche. Et c'est pourquoi je pense que, bon, la Russie a quelque chose à enseigner au monde sur ce plan. Si nous pouvions adopter cette mentalité, non pas comment puis-je prendre de l'avance, ou comment puis-je être la vedette, mais comment puis-je travailler avec les autres en équipe pour que nous puissions, en fait, marquer le but, mettre le palet dans le filet, faire passer le ballon dans le panier. Choisissez votre métaphore sportive. Je pense que cela a été pour moi une prise de conscience très profonde. Si nous parvenions à collaborer, tu sais, nous pourrions aller très loin. Nous pourrions retourner sur la Lune et vers les étoiles. Oui. Alors tu sais, quand j'enseigne les relations internationales, je commence généralement par une image du globe. Et je dis, regardez, nous sommes 8 milliards de personnes sur cette bille flottant dans l'espace, condamnées à nous auto-organiser. Et nous ne sommes tout simplement pas doués pour ça. Nous ne sommes tout simplement pas doués pour ça. Au lieu de travailler ensemble, nous nous entretuons. On en fait presque un sport, non? Déprimant, mais d'excellentes remarques. Larry C. Johnson. Pour tous ceux qui veulent suivre Larry, rendez-vous sur sonar21.com. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous et nous en reparlerons. Larry C. Johnson, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça m'a fait un plaisir.